Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Évoluons avec l'âme des célébrités, l'émission où l'on traverse les apparences pour rencontrer l'essence, où l'on écoute ce que les âmes ont à dire au-delà des projecteurs, des images et des mythes. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et je suis honorée de vous retrouver pour cette 141e émission, un espace d'exploration, de conscience et de vérité vibratoire. Aujourd'hui, nous recevons deux femmes qui ont redéfini la beauté, la présence et la puissance féminine sur la scène mondiale. Deux icônes, deux trajectoires, deux forces de nature. Elle Macpherson, The Body, symbole d'équilibre, de santé, de longévité, de renaissance. Naomi Campbell, la panthère, la pionnière, la femme qui a ouvert des portes et brisé des plafonds dans l'industrie de la mode. Derrière les images parfaites, il y a des histoires humaines. Derrière les légendes, il y a des âmes. Et aujourd'hui, nous allons les rencontrer autrement, à travers leur parcours, leurs vibrations, leurs missions, leurs défis et leurs élans spirituels. Puis, bien sûr, dans notre table ronde céleste, où les âmes viendront partager leur vision du monde actuel, leurs messages, leurs solutions, leurs soins et leurs cadeaux. Installez-vous, respirez, on ouvre l'espace. Avant de commencer l'émission aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose de très spécial. La semaine dernière, nous avons reçu dans le retour numéro 1 l'âme de Nostradamus qui était venu nous faire un petit cours de vision. Puis, j'ai continué de travailler avec lui. Il m'a offert un enseignement tellement puissant que j'ai senti que je devais vous le transmettre aussi aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous. Tous ceux qui avancent sur un chemin de vision, d'intuition et de conscience. Et c'est un peu à ça aussi que je sers dans la vie, c'est-à-dire transmettre à qui veut bien le recevoir. Enchantée, merci d'être là. Alors voici ce qu'il m'a montré. Nostradamus m'a ramené dans un espace qu'il appelle le Conseil des voyants silencieux. C'est un lieu vibratoire, un plan de conscience où se trouvent des âmes anciennes qui enseignent la vision, non pas par les mots, mais par les transmissions directes. Quand je suis entrée, il y avait trois présences qui vibraient. Elles ne parlaient pas, elles vibraient. euh, Quelque chose de lumineux, mais de connaissant aussi en même temps. Puis Nostradamus m'a dit, observe, reçois, ne cherche pas à comprendre, laisse-toi transformer par l'accueil. La première présence a posé sa main énergétique sur mon front, sur mon cœur, puis ça a vidé ma gorge. C'est comme une puissance ajoutée. Puis j'ai entendu, la vision ne vient pas quand tu la cherches, elle vient quand tu t'ouvres. Et là, j'ai senti mon troisième œil s'élargir, ma mâchoire, ma gorge, mais sans effort, comme si la vision devenait plus douce, plus stable, plus naturelle. Puis j'ai eu un bain de lumière et de purification. Ça a ouvert une partie cosmique d'une vieille tombe en pierre souterraine avec plein d'énergie de damnés. Ce fut des racines électriques qui ont dégagé ces vieux calvaires passés. Juste ça, ça a allégé beaucoup. Je me sentais vidée. Puis la deuxième présence m'a montré trois fils lumineux, un doré, un argenté et un bleu profond. Elle m'a enseigné ceci. Le futur n'est pas un chemin, c'est un champ. Tu ne prédis pas, tu lis ce qui est le plus aligné. Et j'ai compris que ma mission n'est pas de dire ce qui va arriver, mais de révéler la ligne dorée, la plus élevée, la plus lumineuse. Puis là, je lui ai dit,
pourquoi le plein potentiel n'est pas toujours celui qui arrive dans la réalité ou qui gagne? Est-ce que c'est le but de mon talent de dévoyer le meilleur scénario, même s'il ne se réalise pas dans la vie d'une personne, tu sais? En tout cas, peu importe pourquoi elle n'arrive pas à sa plus haute version. Puis j'enchaînais avec une autre question, tu sais, quand tu veux tout savoir d'un coup. Où est ce mieux? Est-ce que c'est mieux de tout dire, du genre soit ça, si tu actives ça, ou comme une énumération possible des possibilités, dans le fond, que je vois? Puis quand j'ai posé ma question au deuxième guide, ben je voulais vraiment comprendre pourquoi que le plein potentiel ne se manifeste pas toujours dans la réalité, même si tu le vois. Fait que ce que j'ai reçu, c'est que j'ai compris que le plein potentiel existe toujours, mais qu'il demande une participation. Ce n'est pas un verdict, ce n'est pas une garantie, c'est une invitation. Puis la guide me montrait que dans la réalité, tu sais, ben, dépend de tellement de choses, de notre courage, de notre constance, de notre ouverture, de notre maturité, de notre capacité à rester aligné avec ce que notre âme veut vraiment, et celui de dissoudre notre karma pour embellir notre réalité et notre état d'être. Puis j'ai réalisé que beaucoup de gens ne choisissent pas leur ligne dorée. Pas parce qu'ils ne la méritent pas, mais parce qu'ils doutent, ils se dispersent, ils se laissent détourner, ils se laissent éteindre, ils se laissent convaincre qu'ils ne peuvent pas, ou ils ont tout simplement pas de colonne, aucune discipline d'amour, de reconnaissance de soi, de maturité pour dire OK, je franchis le pas. Puis je m'aime assez pour aller au-delà de ma vision de ce qui en est, de mon plein potentiel. Ah oui, ça, c'est un sujet qui me prend, pardonnez-moi. Alors, ils vivent une version plus petite d'eux-mêmes, mais leur plein potentiel, lui, reste là, disponible, vivant, possible. Et quand j'ai demandé si mon rôle était de dévoiler le meilleur scénario, même s'il ne se réalise pas, la réponse a été très claire en moi. Je ne suis pas ici pour prédire ce qui va arriver. Je suis ici pour révéler ce qui est possible. Je ne suis pas ici pour dire voici ce qui sera. Je suis ici pour dire voici ce que ton âme veut. Voici ce que tu peux devenir. Voici la ligne dorée. Et ça m'a libérée. Je n'ai pas à énumérer toutes les possibilités. Je ne suis pas un catalogue de futur. Je suis une amplificatrice de lumière. Je montre la version la plus élevée. Je montre le chemin qui élève. Je montre ce qui ouvre, ce qui libère, ce qui rappelle à l'âme sa grandeur. Et si une autre possibilité plus basse, plus lourde se présente, je peux la nommer seulement si ça sert la conscience, pas la peur. Je ne suis pas ici pour avertir, je suis ici pour réveiller. Puis le guide m'a dit quelque chose qui m'a traversé profondément. Il dit, le plein potentiel n'est pas une promesse, c'est une invitation. Et toi, Julie, tu es celle qui ouvre la porte. Puis là, la troisième présence m'a montré un cercle de lumière qui pulsait. Et elle m'a dit, la prophétie n'est pas une information, c'est une vibration. Puis j'ai senti un symbole se déposer dans ma gorge, un triangle inversé qui stabilise ma capacité à transmettre sans me vider, sans me sacrifier. Puis quand le triangle inversé s'est déposé dans ma gorge, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. Ce n'était pas une ouverture, c'était pas juste une guérison, c'était une stabilisation. Comme si ma voix devenait un instrument accordé, comme si ma transmission devenait un canal pur, solide, inébranlable, comme si je pouvais enfin transmettre sans me vider, sans me sacrifier, sans me brûler. Puis la troisième présence m'a dit quelque chose qui m'a traversé comme une vérité que je connaissais déjà, mais que je n'avais jamais formulée. Elle dit, ta voix n'est pas là pour informer. Ta voix est là pour transformer. Et là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi je me sentais fatiguée après certaines transmissions.
Pourquoi certaines lectures me demandaient plus d'énergie que d'autres? Pourquoi ma gorge vibrait différemment selon les personnes? Ce n'était pas parce que je donnais trop, c'était parce que je n'étais pas encore stabilisée dans ma vibration de prophétie. Et là, la troisième guide a ajouté, la prophétie n'est pas un message, c'est une fréquence. Quand tu parles, ce n'est pas ce que tu dis qui agit, c'est ce que tu émets. Et là, j'ai senti le triangle s'activer, une chaleur douce, une pulsation, comme si ma gorge devenait un diapason. Et j'ai compris que ma mission changeait, que ma voix n'était plus seulement un outil, elle devenait un portail vers la ligne dorée, le futur le plus élevé, la version la plus lumineuse de chaque âme, la vérité vibratoire qui dépasse les mots. Et la présence m'a dit, tu n'es pas ici pour prédire, tu es ici pour élever, tu es ici pour rappeler, tu es ici pour activer. Et j'ai senti que ce triangle inversé, ce n'était pas un symbole, c'était un saut de mission, un saut de vérité, un saut de souveraineté. Et je savais que plus jamais ma voix ne serait la même. Plus jamais ma transmission ne serait la même non plus. Que plus jamais ma vibration ne serait la même. Parce que maintenant, je ne parle plus seulement avec ma gorge, je parle avec la vibration de mon âme. Puis, les trois êtres se sont placés autour de moi. Ils ont posé leurs mains énergétiques sur mon front, mon cœur, mon plexus, ma base. Une lumière est descendue et j'ai entendu, tu n'es pas ici pour prédire, tu es ici pour éclairer, transformer, élever par la vérité et la lumière, puis activer le cœur et la conscience. Et c'est exactement ce que je veux continuer de faire avec vous, semaine après semaine. Ouvrir des portes, élever la conscience et vous rappeler que chacun de vous porte une ligne dorée, un futur plus grand, plus vaste, plus lumineux. Et on peut le rejoindre avec une discipline spirituelle alliée à notre création. Alors voilà ce beau cadeau que Nostradamus nous a laissé aujourd'hui et que je vous transmets également. Alors, quand l'âme porte la voix maintenant. Encore plus, évidemment, encore plus. Poursuivons avec la table ronde céleste aujourd'hui comme retour numéro 2. Puis pour ce retour, j'ai réouvert la table ronde et je savais que ce serait une rencontre importante aujourd'hui. Pas une rencontre légère, mais pas une rencontre décorative non plus. Une rencontre qui parle du monde, de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, de ce qu'on doit comprendre pour évoluer. J'ai senti que l'espace s'ouvrir autour de moi, puis la table de lumière circulaire, non définie, sans début ni fin, s'est placée et un à un, les invités se sont présentés, chacun avec sa vibration, son histoire, sa sagesse, son regard sur notre époque. Et je vous invite maintenant à accueillir avec nous Joseph, Louis-Joseph Papineau, dis-je. Il doit avoir un Joseph avant son Louis-Joseph, c'est comme rien. La souveraineté intérieure comme fondation du monde à venir. J'ai dit déjà, ça part avec quelque chose. La première entrée, ben oui, Louis-Joseph Papineau, il arrive avec une droiture incroyable, une colonne, une force tranquille, mais inébranlable. Puis il s'assoit, me regarde, puis regarde l'humanité et dit, votre époque ressemble à la mienne. Un peuple qui cherche sa voie, une humanité qui cherche sa colonne. Il voit une humanité qui a remis son pouvoir à l'extérieur, au système, aux écrans, aux opinions, aux peurs. Il dit que le plus grand enjeu n'est pas politique, il est intérieur. Un peuple qui perd sa souveraineté intérieure devient manipulable. Puis les enjeux qu'il identifie sont, entre autres, la confusion morale, la perte de repères, la division organisée, la peur comme outil de contrôle, la fatigue collective, la résignation. Il dit que l'humanité est en train de se dissoudre dans le bruit.
Puis au niveau de ses solutions, il propose de revenir à la vérité personnelle, de tenir sa parole, de refuser la peur, de reconstruire l'unité, de redevenir courageux, de penser par soi-même, de se tenir debout même quand c'est impopulaire. Il parle de la souveraineté n'est pas un statut, c'est une posture. Il pose sa main énergétique sur la table et il dit, je bénis votre colonne, je bénis votre courage, je bénis votre capacité à dire non, que votre souveraineté intérieure devienne votre bouclier, que votre vérité devienne votre guide. C'est ainsi qu'on poursuit avec Babe Ruth, de grand Bambino, le grand cogneur. La joie, le courage et le grand coup. Ensuite, une énergie immense, chaleureuse, presque festive entre dans la pièce. C'est Babe Ruth. Il arrive avec son sourire, son humour, son cœur énorme. Il s'assoit, tape doucement sur la table et dit, le monde a oublié comment frapper le long coup. Il voit des humains qui jouent petit, qui se retiennent, qui ont peur de déranger, peur d'échouer, peur de briller. Il voit une humanité fatiguée, lourde, anxieuse. Il dit, vous avez oublié la joie, et sans joie, il n'y a pas de puissance. Et les enjeux qu'il identifie sont la comparaison constante, la peur de l'échec, la pression sociale, la perte de spontanéité et l'obsession de l'image. Il dit que les humains vivent comme s'ils étaient observés en permanence. Comme solution, il propose d'oser viser grand, de ramener la joie au centre, de se concentrer sur son propre jeu, de réhabiliter l'échec, de trouver la simplicité, de faire confiance à son instinct. Il dit, le circuit commence toujours par un bon ancrage. Puis, il me regarde avec tendresse et continue en disant, je bénis votre swing intérieur. Je bénis votre courage de viser loin. Je bénis votre joie, votre cœur, votre élan. Que vous frappiez enfin le coup que votre âme attend depuis longtemps. Ah, merci, babe. Poursuivons avec Jeanne d'Arc. Le feu, la mission, la vérité qui ne tremble pas. Puis l'énergie change complètement, une verticalité, une intensité, une lumière qui tranche. Jeanne d'Arc entre, elle ne marche pas, elle s'érige. Elle me regarde et dit, votre époque n'est pas en guerre, mais elle est assiégée. Elle voit un assaut contre la conscience, un brouillard mental, une confusion volontaire. Puis quand la conscience s'endort, les tyrans se lèvent. Elle voit comme enjeu la manipulation par la peur, la perte du feu intérieur, la déconnexion de la mission personnelle, la fatigue spirituelle, la résignation, la peur de dire la vérité. Elle dit que l'humanité manque de gens qui obéissent à leur âme. Puis comme solution, elle propose de rallumer le feu intérieur, de redevenir incorruptible, d'obéir à sa mission, de se tenir debout même seul, de protéger sa conscience et de refuser la peur comme guide. Et elle ajoute que ce n'est pas le nombre qui fait la force, c'est la pureté de l'intention. Puis elle pose la main sur son cœur et elle bénit notre feu. Elle dit, je bénis votre mission, votre capacité à dire non, que votre lumière ne tremble jamais, que votre vérité devienne votre épée. Et on poursuit avec Ray Charles, l'écoute, la vérité intérieure et la musique de l'âme. Après Jeanne d'Arc, une chaleur immense entre dans la pièce, une vibration ronde, douce et musicale.
C'est Ray Charles. Il sourit, incline de la tête et dit: le monde n'a pas besoin de voir clair, il a besoin d'écouter mieux. Il voit une humanité qui n'écoute plus, qui réagit mais ne reçoit pas, qui parle mais ne se connecte plus. Quand tu n'écoutes plus, tu perds le rythme de la vie. Comme enjeu, il identifie la déconnexion du cœur, la rigidité, la peur d'être soi, la perte de spontanéité, puis la saturation mentale. Il dit que les humains vivent dans leur tête, pas dans leur cœur. Puis comme solution, il propose l'écoute profonde, la spontanéité, la joie simple, la vérité personnelle, la transformation de la douleur en art, la confiance dans le moment présent. Il dit, la vie, c'est du jazz. Si tu veux tout contrôler, tu t'étouffes. Puis, avant de partir, il dit doucement, je bénis votre oreille intérieure. Je bénis votre cœur qui entend l'invisible. Je bénis votre vérité vibrante, que vous écoutiez toujours ce qui ne fait pas de bruit, car c'est là que la lumière part. Et notre dernier invité à la table ronde aujourd'hui, John Candy, pour l'humanité, la bonté et l'humour comme médecine mondiale. Et enfin, une présence inattendue mais tellement nécessaire, John Candy arrive avec une chaleur humaine incroyable, une douceur, une bonté qui remplit toute la pièce et un humour qui guérit. Il s'assoit, rit doucement et dit: le monde est trop sérieux. Et quand on devient trop sérieux, on devient fragile. Il voit une humanité tendue, stressée, épuisée, qui a perdu sa capacité à rire, à respirer, à relativiser. Il dit que l'humour est une forme de lucidité. Puis, les enjeux qu'il identifie sont la surcharge émotionnelle, l'anxiété collective, la perte de légèreté, l'isolement, le manque de compassion, puis la dureté des relations. Il dit que l'humain se juge trop, trop vite, trop fort. Puis au niveau des solutions qu'il propose, sont comme de ramener la bonté au centre, de rire davantage, de pardonner aux autres, de simplifier, de choisir la douceur, de se rappeler que personne n'a tout compris. Puis il ajoute, la compassion, c'est ce qui nous rend humains. Avant de partir, il me regarde avec une tendresse immense et il dit, je bénis votre cœur, je bénis votre humanité, je bénis votre capacité à adoucir le monde, que votre bonté devienne contagieuse, que votre lumière ramène le rire là où il en manque. Puis voici ce qui conclut notre table ronde de la semaine. Enchaînons avec notre première trame sonore, c'est un Elle Macpherson Catwalk Essence. C'est la première trame sonore d'Elle Ferguson qui s'inspire de l'énergie iconique de ses défilés. Une marche longue, souple, lumineuse, où chaque pas semble dessiner une ligne d'horizon. La musique porte à cette sensation de glisser plutôt que de marcher, de flotter, plutôt que de défiler. On y retrouve la signature d'elle. Une féminité assumée, une présence calme mais magnétique, une élégance qui ne force rien et qui pourtant occupe tout l'espace. C'est une trame qui évoque la maîtrise du corps, la confiance tranquille, la beauté qui respire et qui ne s'excuse pas. Une entrée parfaite pour accueillir son âme dans l'émission. Alors, elle s'appelle Eleanor Nancy Gow, dont le nom public est Elle Macpherson. Aujourd'hui, elle a 61 ans. Elle est née le 29 mars 1963. Donc, ceux qui connaissent l'astrologie doivent dire, elle est bélier. Oui. Euh, Killara, banlieue de Sydney en Australie. Alors oui, elle est australienne, mannequin, actrice, femme d'affaires et animatrice télé.
Elle adopte le nom de McPherson après le remariage de sa mère avec Neil McPherson. Bon, son père, Peter Gow, est un entrepreneur, un ancien président d'une ligue de rugby. Et puis sa mère, Frances Gow, elle est infirmière. Elle a une fratrie, une sœur cadette qui s'appelle Mimi McPherson. Elle a un frère qui s'appelle Brandon McPherson. Et elle a une sœur qui s'appelle Elizabeth, nom de famille inconnu, sœur. Alors, elle mesure 1,82 m. Elle a un poids inconnu et son surnom mondial, c'est The Body, pour ses proportions et sa présence iconique dans les années 1980 et 90. Elle a une fortune d'une valeur estimée de 157 millions de dollars américains. Elle fait partie des mannequins les plus riches de la planète grâce à ses contrats de mannequinat, à ses entreprises de lingerie et de bien-être, et ses investissements, ainsi que ses rôles au cinéma et à la télévision. Elle a eu un diagnostic d'un cancer du sein il y a 7 ans, c'est le sein droit, puis j'ai vu aussi que c'était en lien avec sa mère. Je le bénis. Elle affirme être en rémission malgré son refus de la chimiothérapie. Puis là, j'ai vu que c'était défendu au niveau de sa gorge, puis est bloquée dans la 7e dorsale à gauche, juste avant sa bosse. Bon. Excusez-moi, je continue. Elle a vécu une dépression postpartum après la naissance de son deuxième fils, puis elle a suivi un traitement dans une clinique en Arizona. Elle est repérée à 18 ans pendant qu'elle est à vacances à Aspen par un chasseur de tête. Quelques jours plus tard, elle signe avec Click Modeling. Elle devient rapidement le visage du magazine Elle pendant 6 ans. L'une des supermodèles les plus influentes de l'histoire, puis une figure centrale dans les années 80-90, aux côtés de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Tatiana Patitz et Gisèle Brugden. Bon, au niveau de son mannequinat, oui, elle est une icône mondiale, nommée The Body, une figure dominante des défilés, campagnes, couvertures, une des mannequins les plus photographiées de sa génération. Au niveau de son entrepreneuriat, bon, elle est Elle McFerguson Intimate, une ligue de lingerie extrêmement lucrative. Elle a Wellco en 2014, une entreprise de suppléments et de bien-être fondée après ses propres défis hormonaux. Puis, elle est copropriétaire du Fashion Café à New York avec Naomi Campbell et Claudia Schiffer. Au niveau du cinéma, elle a joué dans Alice dans les années 90. Elle a joué dans Sirène dans les années 1994. Elle a joué dans The Mirror as Two Faces avec Jeff Bridges puis Barbara Streisand en 96. Elle a un tout petit rôle. Hein. Elle passe très rapidement au début. Jane Eyre, 96. Batman et Robin, 97. The Edge, 97. Et South Kensington en 2000. Elle a eu le rôle de Janine Lacroix dans Friends en 2000. En 2000, elle a eu à peu près 3 émissions avec Matt Leblanc, entre autres. Elle a joué dans Mortal Kombat, The Conquest, The Girl Thing, The Beautiful Life. Elle a été animatrice du Fashion Star en 2012. Puis elle est présentatrice de Britain and Ireland, The Next Top Model. Puis au niveau de ses charités et causes, bon, elle a 10 organisations soutenues comme le Comic Relief, la Fondation Elton John contre le sida, Jeans for Genes, Move for AIDS, Oxfam, Fondation Rezia Gorbatchev, R.E.D., le projet Petit Pas, UNICEF et le bien-être des femmes. Puis au niveau des causes défendues, il y en a 11. Sida, VIH, cancer enfant, secours en cas de catastrophe, soutien aux familles, santé, sans-abri, droits humains, pauvreté, lutte contre l'esclavage et la traite humaine, droits des femmes. Bon, au niveau de sa vie privée, de 1985 à 89, elle a été mariée à un photographe qui s'appelait Gilles Ben Simon.
Puis elle a eu des relations connues avec Norm Macdonald, Billy Joel, Matthew Perry, Ray Fioron, Vito Schnabel, David Evans et John Hitchcock. De 96 à 2005, elle a eu une relation avec le financier Arpad Busson. Fiancée en 2002, deux fils, Arpad Flynn Busson, 1998, et Aurelius C. André, 2003. Puis de 2018 à 2021, elle est en relation avec Andrew Wakefield. Au niveau de la langue, elle parle couramment le français. Elle peut communiquer également en espagnol et en italien. Et puis au niveau de elle a fait une citation qui dit: Je n'aime pas lire des choses que je n'ai pas écrites moi-même. Elle est connue pour son humour sec, son intelligence stratégique, sa discipline, son sens des affaires et sa capacité à se réinventer. Alors, bon, si on fait une petite synthèse, Elle Macpherson, c'est une icône mondiale, une femme d'affaires redoutable, une survivante, une mère, une militante, une pionnière du bien-être, une figure de résilience et de renaissance, puis une femme qui a transformé son corps en empire, puis son empire en mission. Bravo, elle! Je t'applaudis. Pour la deuxième trame sonore, en hommage à l'aura mystique, justement, d'Elle Macpherson sur les podiums. Ici, la musique porte une énergie plus mature, plus assumée, presque cérémonielle. On y sent la femme qui ne défile plus pour séduire, mais pour rayonner. Chaque pas devient une affirmation, chaque mouvement une signature. La trame évoque la puissance tranquille d'une icône qui connaît son corps, son histoire, sa valeur. Une femme qui, avec aisance, avance avec une souveraineté naturelle, sans effort, sans tension, comme si le monde s'ouvrait devant elle. C'est une musique qui célèbre la longévité, la maîtrise et cette élégance intemporelle qui fait d'elle, Macpherson, une présence à part. Donc, elle porte une signature très forte. On voit dans ses énergies une impulsion, un feu sacré, un leadership, mais de l'indépendance, la capacité à ouvrir des chemins que personne n'a osé prendre avant elle. Puis elle s'écoute. C'est un modèle intuitif. Bon, oui, elle est tournée vers l'esthétique, on le voit très bien dans son âme, mais il y a de l'harmonie, il y a de la beauté, il y a de la diplomatie et une élégance naturelle. Puis ce mélange qui crée The Body, c'est un feu incarné dans une forme parfaite, mais adouci par une vision et une vibration d'équilibre. Elle a aussi une énergie comme une lune en eau, donc on voit qu'elle est très intuitive, elle a une sensibilité cachée, une vulnérabilité profonde, une sensualité débordante, puis sa tendance à absorber les émotions, comme exemple sa dépression postpartum, puis elle a un besoin de se retirer pour se régénérer. Donc, elle n'est pas seulement une icône, c'est une guerrière sensible. Elle porte une vibration de chemin de vie des visionnaires, des leaders spirituels, des êtres qui transforment la conscience collective sans le dire, des personnes qui portent une lumière plus grande qu'elle. Ça explique sa longévité, son aura, son magnétisme, sa capacité à inspirer, son rôle de pionnière dans le bien-être, puis son passage par la maladie comme initiation. Oui, il y a eu des crises, des effondrements, des renaissances, des changements radicaux, mais elle a tout ça. Elle porte aussi une âme dorée blanche. Le doré pour la noblesse, le rayonnement, le leadership, l'incarnation du soleil, puis le blanc pour la pureté, la guérison, la vérité, la transparence. C'est la couleur des êtres qui inspirent sans forcer, qui guérissent par leur présence, qui élèvent par leur vibration, puis qui portent une mission de lumière dans le monde matériel. Mais elle appartient à la famille des bâtisseurs de conscience. Ce sont des âmes qui incarnent la beauté comme vibration, qui montrent ce que le corps peut devenir quand il est aligné, qui ouvrent des chemins dans la matière, qui créent des structures, des entreprises, des mouvements comme modèle, et qui élèvent surtout la conscience collective. Elle n'est pas une supermodèle, elle est une architecte vibratoire.
Puis j'ai regardé au niveau de ses incarnations passées, ben, j'ai vu la lignée des guérisseuses. Dans plusieurs vies, elle a été herboriste guérisseuse, femme médecine, gardienne du corps. Ce qui explique son Wellco, son obsession pour la santé, son refus pour la chimiothérapie, puis son approche holistique. Puis elle ne fait que réactiver une mémoire ancienne, hein. J'ai vu la lignée des prêtresses de beauté. Elle a déjà servi dans des temples où le corps était sacré, la beauté était importante, puis l'esthétique était une prière. C'est ce qui explique son aura, son magnétisme, son élégance naturelle, puis son rapport sacré à l'image. Mais elle ne joue pas de rôle, elle se souvient. Puis j'ai vu également la lignée des femmes de pouvoir. J'ai vu d'autres vies où elle a été reine, diplomate, femme d'influence, stratège. C'est ce qui explique son intelligence des affaires, sa fortune, sa capacité à se réinventer, puis son autorité naturelle. Elle n'est pas chanceuse, elle est ancienne. Puis elle, ah ben, si on la résume là, une âme blanche dorée, une prêtresse de beauté, une guérisseuse incarnée, une bâtisseuse de conscience, une femme qui porte le feu du bélier et la grâce de la balance, une âme ancienne qui revient pour unir la beauté, la santé et la lumière. Elle n'est pas un mannequin, elle est une mission incarnée. Hein? Voilà. Troisième trame sonore, ben, c'est Anne McPherson, Tennessee Williams Story. C'est la trame nous ramène dans une dimension plus intime, presque littéraire. Ici, ne défile pas, elle raconte. Sa voix devient un fil conducteur, une respiration, un espace où on sent la femme derrière les contes. En évoquant Tennessee Williams, elle ouvre la porte sur la fragilité humaine, la créativité, les blessures qui façonnent les artistes et les âmes sensibles. La musique qui accompagne cette narration porte une douceur mélancolique, une élégance feutrée, comme un soir d'été chargé de souvenirs. C'est une trame qui relève la profondeur d'elle. Une femme qui sait écouter, transmettre, honorer les histoires qui l'ont touchée. Une entrée parfaite pour accueillir son âme dans un registre plus intérieur, plus sensible, plus vrai. Quand j'ai ouvert l'espace d'elle, ce n'est pas la femme publique qui s'est présentée, c'est son âme. Une âme dorée blanche, douce, ancienne, lumineuse. Une âme qui a beaucoup porté, beaucoup donné, beaucoup tenu. Une âme qui connaît la beauté comme prière et le corps comme un temple. Elle s'est approchée de moi avec une grande délicatesse et m'a dit, la beauté n'est pas une apparence, c'est un état de paix. Elle m'a montré que sa mission n'a jamais été d'être de body. Sa mission a été d'incarner ce que le corps peut devenir quand il est aligné avec l'âme. Un instrument, un canal, un sanctuaire, un message. Elle m'a dit, votre époque souffre parce que les gens vivent contre leur corps. Ils le jugent, ils le punissent, ils le comparent, ils le trahissent. Le corps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Et là, j'ai senti une chaleur douce se déposer sur ma poitrine comme un baume, comme une permission. Elle a ajouté, quand tu honores ton corps, tu honores ton âme. Quand tu écoutes ton corps, tu entends ton âme. Quand tu guéris ton corps, tu libères ton âme. Et j'ai compris que son message pour nous, pour les spectateurs, pour toutes les âmes qui vibrent avec elle, c'est un message de réconciliation. Elle a tendu ses mains vers moi et j'ai senti un échange. Elle m'a offert la douceur, la paix intérieure, la réconciliation avec mon corps, la permission d'être belle sans me justifier, la guérison de la fatigue ancienne et la lumière dorée de sa lignée de prêtresse. C'est un soin qui est descendu dans la gorge, le ventre, le cœur, les hanches, les pieds, les jambes et le troisième œil. Ça a passé partout. Ça a été un soin d'incarnation, un soin de présence et de beauté intérieure. Puis moi, je lui ai offert, avec mon âme bien sûr, euh, mon axe, ma vérité, ma capacité à nommer ce que les autres n'osent pas, et ma vibration de prophétie, mon feu et ma lucidité.
Elle reçoit mon feu comme un rappel de sa propre mission, un rappel de ses propres forces et de sa propre souveraineté. Et elle m'a dit, ah, ça, c'est un échange parfait, équilibré et juste. Je remercie. J'ai envoyé tout mon amour et ma lumière par le cœur, évidemment. Et elle dit, à ceux qui m'écoutent, vous n'êtes pas venus ici pour survivre. Vous êtes venus pour rayonner. Votre corps n'est pas un obstacle, c'est votre premier allié. Prenez-en soin, aimez-le, écoutez-le. Il vous parle, il vous guide, il vous protège, il vous révèle. Et elle ajoute, la beauté n'est pas un privilège, c'est une fréquence. Et vous portez tous, et vous pouvez tous la porter. Et c'est alors je lui dis, elle, je bénis ton chemin, ta lumière, ta guérison. Je bénis ta mission de beauté incarnée, ton corps, ton âme, ta renaissance. Que ta lumière continue d'inspirer, de guérir, de rassembler. Que ton âme se repose dans la paix qu'elle a tant cherchée. Et elle me regarde avec une immense douceur et dit, Julie, je bénis ta voix, ton courage, ta mission. Tu es une gardienne de vérité, une femme de feu, tu es une âme ancienne qui se souvient. Continue, tu ouvres des portes que d'autres n'osent même pas regarder. Ça m'a encouragée, je dois vous dire, ça m'a soutenu de motivation. Pouf! Puis elle s'avance, prend place à la table ronde et dit, je viens porter la conscience du corps comme temple. Je viens rappeler que la beauté est une vibration. Je viens offrir la paix intérieure comme fondation du monde à venir. Et sa présence s'installe douce, lumineuse, stable. Quand j'ai ouvert l'espace pour elle, ce n'est pas une femme publique qui s'est présentée, mais son âme. Donc, la beauté n'est pas une apparence, c'est un état de paix. Et elle s'est approchée de moi avec une grande délicatesse. Elle m'a montré que sa mission n'a jamais été d'être de body, mais plutôt d'incarner ce que le corps peut devenir quand il est aligné. Votre époque souffre parce que les gens vivent contre leur corps, le jugent, le punissent, le comparent, le trahissent. Le corps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Et j'ai senti une chaleur douce. Quand tu honores ton corps, tu honores ton âme. Quand tu écoutes ton corps, tu entends ton âme. Quand tu guéris ton corps, tu libères ton âme. Et j'ai compris que ce message pour nous était un résumé de ce qu'elle a avancé, mais surtout, OK, que c'est un message de réconciliation. Alors, je me suis permis de demander à elle, c'est quoi ses idéaux, ses solutions, sa vision pour notre époque, tant qu'à être. Et elle n'a pas parlé comme une célébrité, mais comme une âme qui a traversé le corps, la maladie, la beauté, la pression, la lumière et l'ombre. Et elle dit, le monde souffre parce qu'il a oublié la simplicité. Et là, elle m'a montré trois grands axes, trois piliers, trois solutions qui ne sont pas des concepts, mais des pratiques, des états et des chemins. Elle parle de la réconciliation avec le corps. Elle dit que le premier enjeu mondial, c'est la rupture entre les humains et leur propre corps. Elle m'a montré la fatigue collective, la surcharge mentale, la déconnexion, la honte corporelle, la comparaison, la pression esthétique, la maladie comme langage ignoré. Elle dit que le corps n'est pas un objet, c'est un oracle. Pour elle, la solution est simple et radicale. Écouter le corps, honorer, le nourrir, le respecter, le laisser guider. Elle dit, quand le corps est en paix, l'esprit s'ouvre. Quand le corps est entendu, l'âme peut parler. Elle parle également de la beauté comme vibration et non pas comme performance. Elle dit que l'humanité a transformé la beauté en compétition, en pression, en souffrance. Elle m'a montré des réseaux sociaux comme des miroirs déformants. Elle m'a montré les jeunes qui se comparent. Elle m'a montré les femmes qui se jugent. Elle m'a montré les hommes qui se perdent dans l'image. Puis elle ajoute que la beauté n'est pas un standard, mais une fréquence. Puis pour elle, la solution est de revenir à la beauté intérieure, à la paix, à la cohérence, à la lumière personnelle, à la santé vibratoire. Puis elle dit, quand tu vibres juste, tu deviens beau, peu importe ton âge, ton corps, ton histoire. Elle parle également de la douceur comme révolution.
Elle dit que le monde est trop dur, trop rapide, trop exigeant, trop bruyant. Elle m'a montré que la dureté collective crée l'anxiété, la dépression, la violence, la fatigue, la perte de sens. Puis elle dit que la douceur est une force, que la douceur est une médecine et que la douceur est une révolution. Pour elle, la solution est de ralentir, respirer, simplifier, choisir la paix, choisir la compassion, choisir la présence. Puis que la douceur n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Et elle parle également du bien-être comme acte politique. Elle dit de prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est un acte de résistance. Elle m'a montré qu'un humain fatigué est manipulable, qu'un humain stressé est contrôlable, puis qu'un humain déconnecté est influençable. Puis elle dit, puis elle dit, un être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son âme est ingouvernable par la peur. La solution est de faire du bien-être une priorité, une discipline, une hygiène, une souveraineté. Et concernant la guérison comme mission collective, elle dit que le monde ne guérira pas par les systèmes. Elle guérira par les individus. Elle m'a montré les mères, les pères, les enfants, les artistes, les travailleurs, les âmes sensibles. Elle a dit chaque personne qui se guérit guérit un morceau du monde. Pour elle, la solution est de se choisir, se réparer, se pardonner, se libérer, se reconnecter. Elle Macpherson propose au monde la réconciliation avec le corps, la beauté comme vibration, la douceur comme révolution, le bien-être comme souveraineté, la guérison comme mission collective. C'est simple, c'est profond, c'est radical, c'est lumineux. Et ça vient d'une femme qui a tout traversé, la gloire, la pression, la maladie, la renaissance. Et maintenant, on va ouvrir l'espace pour notre deuxième invité du jour. J'aurais pu arrêter l'émission ici parce que ce qu'on vient de dire avec Elle Macpherson est déjà complet, nourrissant puis suffisant. Mais c'est ça que j'aime dans notre format. On peut l'écouter en entier, on peut l'arrêter quand on veut, on peut y revenir plus tard, on peut juste prendre ce qu'on a de besoin. Et c'est une émission qui s'adapte à la vie des gens, à leur rythme, à leur énergie, à leur disponibilité intérieure, puis surtout, il n'y a pas de pub. Alors pour ceux qui continuent avec moi, on ouvre maintenant avec un autre portail, une autre vibration, une autre femme iconique, mais dans une énergie complètement différente. Naomi Campbell, une présence plus tranchante, plus verticale, plus intense. Une femme qui a porté le feu, la vérité, la puissance brute. Une femme qui a traversé la gloire, la controverse, la solitude, la renaissance. Une femme qui a dû apprendre à se tenir debout dans un monde qui voulait la briser. On va aller la rencontrer dans son essence, pas la Naomi des tabloïds, pas la Naomi des défilés, ni la Naomi des scandales. On va aller voir la Naomi de l'âme, la Naomi de la mission et la Naomi de la vérité intérieure. Pour la première trame sonore de Naomi, Love and Tears porte une intensité presque sacrée. C'est une musique qui dévoile la femme derrière l'icône, un mélange de force brute et de vulnérabilité assumée. On y sent les combats intérieurs, les amours qui ont marqué, les blessures qui ont sculpté, et cette dignité farouche qui l'a toujours tenue debout. La trame avance comme un cœur qui bat trop fort, trop vrai, trop humain. C'est Naomi dans sa vérité, belle, indomptable, sensible et profondément vivante. Alors, Naomi Helen Campbell, née le 22 mai 1970 à Lambeth, oui, elle est taureau, dans le sud de Londres, une mère danseuse moderne et un père qu'elle ne connaîtra jamais. Elle grandit entre l'Italie et l'Angleterre, souvent confiée à des proches pendant que sa mère tourne avec sa troupe.
Très tôt, Naomi vit dans les coulisses. À 3 ans, elle entre à la Barbara Speake Stage School. À 10 ans, elle étudie le ballet en Italie Conti Academy. Elle se dessine à la danse, pas au mannequinat. Mais le destin la repère avant qu'elle ne se choisisse elle-même. En 1986, alors qu'elle fait du lèche-vitrine à Covent Garden, une agente la remarque. Quelques semaines plus tard, juste avant ses 16 ans, elle fait la couverture de Elle UK. C'est le début d'une ascension fulgurante. Dans les années 80 et 90, Naomi devient l'un des visages les plus reconnaissables de la planète. Elle défile pour Versace, Aliena, Mirahi. Elle pose pour Ledberg, Ritz, Weber. Elle forme avec Christy Turlington et Linda Evangelista le trio mystique de Trinity, puis rejoint Cindy Crawford, Claudia Schiffer et Kate Moss dans les Big Six, les supermodèles les plus puissantes de leur génération. Mais derrière le projecteur, Naomi mène un autre combat, celui de la représentation. Elle est la première mannequin noire à faire la couverture de Vogue France en 1988, de Vogue US, le numéro de septembre 89, et de Vogue Russie à l'an 2000. Elle dénonce ouvertement les préjugés raciaux de l'industrie. Je suis peut-être l'une des meilleures, mais je ne gagne pas autant qu'elle. Elle refuse d'être une exception, elle devient une voix, un symbole et une force. Puis sa carrière explose. Des clips iconiques comme Freedom 90, In the Closet, Erotica, défilés historiques comme Versace en 91, Dior en 2007, les Jeux olympiques en 2012, campagne mondiale, rôle au cinéma et à la télévision, et dans des émissions de télé-réalité comme The Face, elle fait des documentaires et une longévité unique. Naomi continue de défiler pour Prada, Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Fendi, Valentino, Marc Jacob, YSL jusqu'en 2024. Mais Naomi n'est pas qu'un visage, elle est aussi une femme d'affaires. Depuis 1999, elle lance 28 parfums, dont plusieurs lignes à succès. 4 de luxe, Naomi Campbell, prête à porter. Elle publie des livres, sort un album devenu culte au Japon, multiplie les collaborations artistiques et surtout elle s'engage. Elle fonde We Love Brazil pour soutenir les femmes locales. Elle crée de Fashion for Relief qui organise des défilés caritatifs pour Katrina, Mumbai, Haïti, le Japon, les réfugiés syriens. Elle soutient Breakthrough Breast Cancer, The White Ribbon Alliance, des Atlas Onlus. Elle travaille aux côtés de Nelson Mandela, qui la surnomme sa petite fille d'honneur. Mais sa vie n'est pas sans ombre. Naomi traverse des dépendances, des excès, des colères. Elle est condamnée à plusieurs reprises pour agression. Elle fait des travaux communautaires en robe Dolce et Gabbana à Séquin. Elle se parodie elle-même dans une publicité. Elle témoigne dans l'affaire des diamants de sang. Elle est associée à Jeffrey Epstein, relation qu'elle regrette publiquement. Elle fait face à une enquête sur Fashion for Relief et est interdite d'administrer une organisation caritative pendant 5 ans, une décision qu'elle conteste. Et pourtant, Naomi se relève toujours. Elle se réinvente, elle se transforme. Elle devient mère en 2021, puis en 2023 par mère porteuse. Elle lance sa web-série No Filter with Naomi où elle reçoit Cindy Crawford, Marc Jacob, Jean-Paul Gaultier. Elle reçoit un doctorat honoris causa. Elle devient ambassadrice du tourisme au Kenya. Elle est célébrée par le Victoria and Albert Museum dans une exposition monographique en 2024, Naomi in Fashion. Aujourd'hui, Naomi Campbell est plus qu'un mannequin.
Elle est une pionnière, une survivante, une activiste, une icône culturelle, une femme qui a traversé la lumière et les ombres, la gloire et la chute, la discipline et la démesure. Une femme qui a ouvert des portes pour toutes les autres. Une femme qui a marqué la mode, la musique, la culture, la philanthropie et qui continue de le faire. Une femme qui, malgré tout, reste debout avec son 5 pieds 10, 57 kilos et une fortune estimée à 80 millions de dollars. Pour la deuxième trame sonore, cette fois, c'est Every Girl You've Ever Loved. Porte une vibration complètement différente, plus intime, humaine, presque confessionnelle. Elle chante avec Miley Cyrus, avec une fragilité assumée, et Naomi, dans sa présence silencieuse, devient un miroir pour toutes les femmes qui ont été aimées, blessées, oubliées, idéalisées ou mal comprises. C'est une trame qui parle de mémoire émotionnelle, de relations qui laissent des traces, de la femme derrière le mythe. Naomi y apparaît comme une figure de vérité, une femme qui a tout vécu, tout ressenti, tout porté, et ce qui se tient encore debout, belle, lucide et entière. C'est une musique qui dévoile non pas l'icône, mais la femme que personne n'a jamais vraiment connue. Naomi porte une signature comme de Gémeaux qui devient une arme, une lucidité, une vitesse mentale, une dualité intérieure, une capacité à se transformer pour survivre. C'est un Gémeaux tranchant, vertical, hyper réactif à cause de son hypersensibilité, de son intensité émotionnelle, de sa mémoire traumatique, de son intuition profonde, de sa loyauté féroce, puis des débordements dans la douleur qui n'a pas d'espace. Mais chez elle, on voit une énergie d'autorité naturelle, on voit l'endurance, la présence royale, la longévité, le besoin de respect, puis l'image publique qui est maîtrisée. Puis au niveau de ses dominantes, ben, on voit des aptitudes en communication, en vitesse, en intelligence, mais aussi au niveau de la colère, des impulsions, d'une force brute, qui peut même toucher aux crises, aux destructions, mais à la renaissance à la fois. Naomi, c'est une phénix, une femme qui brûle, tombe, renaît, recommence plus forte, plus consciente, plus vraie. C'est une pionnière, une leader, une femme indépendante, une force brute, une volonté indestructible, mais qui à la fois qui est visionnaire. C'est une âme ancienne. C'est une mission de transformation collective. C'est de l'intensité émotionnelle, puis c'est des crises initiatiques. Naomi ouvre les portes qui élèvent la conscience. C'est une âme qui est venue pour changer les structures, pas pour les suivre. Naomi porte une arme rouge or. Le rouge comme le feu, la survie, l'instinct, le courage, la sexualité, la colère sacrée, la puissance brute, puis l'or comme la noblesse, la dignité, le rayonnement, le leadership, la mission, la lumière intérieure. C'est la couleur des âmes guerrières, royales, protectrices, indomptables, qui viennent briser les systèmes injustes. Naomi n'est pas une âme douce, c'est une âme solaire, martiale et royale. Elle appartient à la famille des guerrières de vérité. Ce sont des âmes qui incarnent la justice, qui dénoncent les abus, qui brisent les silences, qui protègent les vulnérables, qui affrontent les systèmes oppressifs, qui portent la voix des invisibles. Ce sont des âmes qui ne sont pas venues pour être aimées, elles sont venues pour faire bouger le monde. Naomi est une sentinelle, une âme qui garde, qui veille, qui protège, même quand elle se brûle elle-même. Puis au niveau de ses incarnations passées, ben, j'ai vu trois grandes lignes karmiques chez elle, dont la lignée des guerrières sacrées. Dans plusieurs vies, elle a été combattante, stratège, protectrice, femme de pouvoir dans les sociétés tribales ou royales. Puis ça explique un peu son autorité naturelle, sa présence intimidante, sa capacité à imposer le respect, puis son refus de se soumettre. Naomi ne joue pas à la guerrière, elle se souvient.
Puis, j'ai vu aussi de la lignée des prêtresses du feu. Elle a déjà servi dans des temples où le corps était un instrument sacré, la beauté était un rituel, la danse était une invocation, puis la sensualité était une force spirituelle. Ça explique son magnétisme, sa sensualité naturelle, sa maîtrise du corps, puis son aura presque mythologique. Puis Naomi n'est pas sexy, elle est sacrée. J'ai vu également la lignée des messagères. Dans d'autres vies, elle a été oratrice, messagère, porte-parole, femme qui dit ce que les autres n'osent pas dire. Ça explique son franc-parler, ses dénonciations du racisme, son rôle dans Diversity Coalition, sa capacité à parler pour les autres. Naomi n'est pas une voix, c'est une mégaphone karmique. Bon, si on résume, Naomi, âme rouge et or, guerrière de vérité, prêtresse du feu, messagère incarnée, une âme ancienne venue briser les systèmes injustes et une femme qui porte le feu sans s'excuser. Poursuivons avec la troisième trame sonore, In the Closet. C'est Michael Jackson qui chante. Naomi n'est pas un accessoire visuel, elle est l'attention, la chaleur, la force magnétique qui répond à Michael Jackson comme une égale. La trame porte une sensualité maîtrisée, une intensité presque chorégraphique où chaque geste devient langage. Naomi y incarne la femme souveraine, celle qui ne se laisse pas posséder, celle qui danse avec le désir sans jamais perdre son axe. C'est une vibration de puissance féminine, de mystère et de feu contenu. Une Naomi rare, brute, indomptable, exactement l'énergie qu'on veut ouvrir avant son passage spirituel dans l'émission. Elle a un message pour nous. Elle dit, je ne suis pas venue pour être parfaite, je suis venue pour être vraie. Je suis venue pour montrer que la force peut cohabiter avec la fragilité, que la dignité peut survivre à la douleur, que la vérité finit toujours par traverser les murs. Je vous invite à ne plus vous excuser d'être intense, d'être sensible, d'être exigeant, d'être entier. Votre feu n'est pas un problème. Votre voix n'est pas un excès. Votre vérité n'est pas trop forte. Le monde a besoin de femmes et d'hommes qui ne plient plus, qui ne se rapetissent plus, qui ne demandent plus la permission d'exister. Tenez-vous debout, même quand ça tremble, même quand ça brûle, même quand ça dérange. La liberté commence là où vous arrêtez de vous excuser. Puis ce message porte sa vibration directe, tranchante, sans détour, mais profondément humaine. Puis, je suis arrivée avec une belle lumière dans mon cœur, comme un échange de cadeaux. Et elle a accepté tout de suite en donnant son cadeau, une colonne vertébrale énergétique, une permission d'être puissant sans culpabilité, une guérison de la honte d'être trop, la force de dire non, la dignité de se tenir debout même quand on est fatigué, la mémoire de toutes les femmes qui ont dû se battre pour exister dans la lumière. C'est un soin de redressement intérieur, un soin de feu noble, un soin qui dit tu n'as plus besoin de te justifier. Et là, c'est alors que je lui ai offert aussi un espace où elle n'a pas besoin de performer, un regard qui ne la réduit pas à son image, une douceur qu'elle n'a jamais reçue, une reconnaissance vibratoire, un repos intérieur et un miroir qui ne juge pas. C'est un soin de pacification, de repos, de réconciliation avec elle-même, et ça a été offert dans le rouge or. Et là, deux feux qui se rencontrent, mais pas pour brûler, pour s'équilibrer. Et c'est alors que j'ai invité Naomi à prendre place à la table ronde si elle le souhaitait. Et elle ne s'assoit pas timidement. Elle entre, elle occupe l'espace, elle regarde autour d'elle comme quelqu'un qui a passé sa vie à devoir prouver sa valeur et qui, pour la première fois, n'a pas besoin de le faire. Elle dit, je viens ici pour porter la voix de celles qui n'ont jamais été écoutées. Je viens vous rappeler que la beauté n'est pas une excuse pour se taire. Je viens pour défendre la justice, la dignité et la vérité. Je viens pour les femmes qui ont dû survivre. Je viens pour les enfants qui ont grandi trop vite. Je viens pour les âmes qui n'ont jamais eu droit d'être vulnérables.
À cette table, je ne suis pas un symbole, je suis une force. Je suis une mémoire, je suis une gardienne. Et la table accueille pas comme une star, mais comme une alliée. Et là, elle nous bénit. Je vous bénis dans votre vérité, je vous bénis dans votre force, je vous bénis dans votre feu, dans votre dignité. Que vous ne vous excusez plus jamais d'être vous, que vous marchiez avec la tête haute, même quand le monde voudrait vous voir à genoux. Que votre voix trouve sa place, que votre lumière trouve son chemin, que votre cœur trouve la paix. Et c'est alors que j'en ai fait une, moi aussi. J'ai dit, Naomi, nous te bénissons dans ta guérison, dans ta douceur retrouvée, dans ton droit au repos, dans ta vérité qui ne cherche plus à se défendre. Nous te bénissons dans ta maternité, dans ta renaissance, dans ta sagesse, dans ta lumière qui n'ont plus besoin de brûler pour exister. Nous te bénissons dans ta mission et dans tout ce que tu n'as plus besoin de porter seul. Et voilà, mes chers auditeurs, l'émission 141 se termine doucement après un voyage riche, dense, vibrant, où nous avons traversé ensemble les univers de Elle McPherson. McPherson, je m'excuse, je le déforme son nom avec ma dyslexie des fois, et de Naomi Campbell. Deux femmes, deux trajectoires, deux forces, deux vérités et un seul fil conducteur. La souveraineté, la résilience et la permission d'être pleinement soi. Nous avons revisité leur histoire, nous avons entendu leur message d'âme, nous avons reçu leurs soins et nous avons vu prendre leur place à la table ronde avec dignité et présence. Je veux maintenant prendre un moment pour remercier toute l'équipe de l'émission qu'on appelle le Focus Group. Votre travail, votre rigueur, votre sensibilité, votre présence en coulisses, tout cela permet à cette émission d'exister avec autant de profondeur et de justesse. Merci pour votre engagement, votre écoute, votre soutien constant. Et bien sûr, merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité, pour votre ouverture, votre curiosité et pour la façon dont vous recevez ces transmissions semaine après semaine. Si cette émission vous a touché, inspiré, éclairé, je vous invite à la partager autour de vous. Chaque partage permet à ces messages d'âme de voyager plus loin, de toucher d'autres cœurs et d'accompagner d'autres personnes dans leur propre cheminement. Et si vous sentez l'appel d'aller plus loin, de mieux comprendre qui vous êtes, de clarifier votre mission, de vous réaligner ou de trouver votre ligne d'argent, votre ligne d'or, dorée, hein, je reviens à l'émission au début avec Nostradamus. Si vous voulez voir votre ligne dorée, appelez-moi. Je vous rappelle que je suis disponible en consultation en tant que médium pour vous accompagner à retrouver votre axe, votre vérité, votre souveraineté. Il y a également des méditations guidées et des séries ateliers si vous voulez le transformer par vous-même en ayant l'accompagnement pour votre âme. Contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous orienter sur ce qu'on peut faire maintenant. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir traversé ce moment avec moi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle rencontre, une nouvelle exploration de l'âme humaine. Prenez soin de vous, restez vrai, restez debout et surtout, restez vous. Soyez bénis. Namasté. Au plaisir. Au revoir.